Dumont. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, Québec dépose un projet de loi pour serrer la vis à Airbnb. La Chine expulse à son tour une diplomate canadienne. Justin Trudeau dit que le Canada n'est pas intimidé. Échec massif à l'examen de l'Ordre des infirmières. Plus de 500 candidates auraient été recalées inutilement. Et Donald Trump, l'ex-président américain, est reconnu coupable d'agression sexuelle et de diffamation dans un procès au civil. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, c'est officiel, Québec décide de serrer la vis aux plateformes de location d'hébergement touristique comme Airbnb. Projet de loi numéro 25 qui est déposé cet après-midi à l'Assemblée nationale du Québec qui va interdire la diffusion de toute plateforme de location touristique. Alors, quand on met une offre qui n'aurait pas de numéro d'enregistrement, pas de date d'expiration du certificat d'enregistrement également, donc toutes sortes, un ensemble de données qu'il va falloir fournir si on veut là, mettre une annonce en place, que ce soit sur Airbnb ou autre plateforme de location. On sait qu'évidemment tout ça suit le tragique incendie survenu en mars dans le Vieux-Montréal où il y avait là, toutes sortes de défauts. Et là, on veut, du côté de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, de modifier tout le cadre législatif pour encadrer là, la location de logements à court terme. Donc, on va encore une fois avoir une purge, Mario, là, dans toutes ces annonces. Là, le décompte est difficile à faire. Déjà, une première fois, on avait retiré là, près de la moitié des annonces d'Airbnb, entre autres à Montréal, qui avaient disparu. La question, est-ce qu'elles vont revenir? Est-ce que les gens vont se conformer? C'est tout ça, là. Est-ce que... Oui, parce qu'on demande... Ou est-ce qu'ils vont aller sur d'autres plateformes? Est-ce qu'ils vont mettre ces petites annonces? Je sais pas. C'est complexe parce qu'Airbnb demeure encore une plateforme là, une multinationale là, qui a des assises dans plusieurs pays. Et là, ils vont devoir désigner un résident du Québec comme un représentant auprès de l'État québécois. Donc, il va falloir qu'il y ait un résident là, québécois, quelqu'un qui habite ici, mandaté par Airbnb pour être le point de contact avec la multinationale. Donc, quand même, on veut aussi couper l'herbe sous le pied directement là, des locataires qui utilisent des faux numéros d'enregistrement pour garder les annonces sur les plateformes. Parce qu'il y a eu déjà un premier resserrement du gouvernement. On avait supprimé, je le disais tantôt, près de la moitié des annonces, entre autres à Montréal. Et là, on va devoir, là, du côté d'Airbnb, la plateforme elle-même, avoir le mandat de valider les numéros là, auprès de l'État québécois. Donc, on va en demander beaucoup là, des plateformes comme ça, Mario. Puis tu le dis, la question, c'est vraiment de savoir, oui, s'ils vont s'y conformer, comment, mais surtout, comment on va vérifier tout ça. Ouais, c'est ça qui va être difficile. Parce que plus t'en dis, plus on se pose la question, comment on va administrer tout ça? Oui, parce qu'il y aurait des amendes là, qui seraient données si on ne respecte pas les critères qui sont imposés par Québec du côté d'Airbnb. Mais après ça, des amendes, d'accord, ça va être combien? Est-ce qu'on parle, de ce que je vois, on parlerait là, de 100 000 $ peut-être, mais là, pour Airbnb, se faire prendre une fois de temps en temps la main dans le sac, est-ce que ça va être significatif assez pour qu'on voit une diminution là, de ces faux numéros d'enregistrement et autres pratiques? Mais ça, ce sera à voir, parce qu'il y a beaucoup aussi de logements qui sont considérés comme non conformes, Mario. Puis c'est ce qu'on reprochait, entre autres, dans l'incendie du Vieux-Montréal, des chambres qui n'avaient pas de fenêtres, entre autres, des règles de sécurité, incendie et autres qui étaient mal suivies. Parce qu'il y a plusieurs bâtiments, plusieurs endroits de Montréal. C'est pas une ville qui est uniforme complètement, Mario. On a des vieux bâtiments, des nouveaux bâtiments. Dans certains des vieilles bâtisses, on a reconverti des locaux qui sont parfois pas vraiment sains pour un logement, qui sont pas vraiment légaux. Bref, ça vient d'être annoncé aujourd'hui. Et là, en vertu des données qu'on a, c'est moins du tiers des annonces montréalaises en ce moment, là, depuis le premier resserrement, qui respecteraient les normes du nouveau projet de loi. Toutes les autres, le 2 tiers, devraient être retirés, par exemple, à Montréal. Donc, ce sera à voir. Ouais, mais c'est plein de bonnes intentions, mais des réglementations trop complexes, parfois, ça donne pas les résultats attendus. Là, c'est qu'on est comme sur le traumatisme d'un événement. Puis je sais qu'il y a des gens qui sont très anti-Airbnb. Moi, je pense que ça fait partie de l'offre touristique dans une grande ville comme Montréal. Il y en a dans toutes les grandes villes. C'est pas le mal incarné, là. C'est une plateforme qui met en relation des gens qui veulent louer quelque chose, des gens qui veulent visiter Montréal, mais qui, parce qu'ils ont des enfants, peu importe, veulent pas rester à l'hôtel. Fait que, tu sais, il faut rester
oui, faut rester raisonnable. Je comprends qu'on veut gérer son parc de locatifs parce qu'on a besoin pour du résidentiel. Mais on va voir comment... Le projet de loi va être étudié. Les gens, les principaux intéressés vont s'exprimer. Mais disons que je trouve qu'on a une réglementation qui est pas simple. Mettons. L'expulsion de la consule canadienne de Shanghai est venue en riposte directe à celle du diplomate chinois Zhao Wei, qui a été déclaré hier persona non grata par le gouvernement canadien. Et là, donc, c'est cette riposte qu'on attendait de la Chine. À pareille heure, hier, Mario, on en discutait justement. On se disait que la Chine allait finir par réagir. Et c'est ce qu'ils ont fait en expulsant Jennifer Lynn Lalonde, là, qui va avoir jusqu'au plus tard le 13 mai pour quitter Shanghai, où elle se trouvait. Elle aussi déclarée persona non grata. On a aussi annoncé du côté de la Chine qu'on se réservait le droit de prendre d'autres mesures de représailles là, dans le futur, si le cas y vient. Et là, on a accusé évidemment la litanie classique du côté de la Chine. Les médias canadiens, les politiciens de haut rang utilisent des soi-disant documents classifiés pour salir les missions diplomatiques et consulaires chinoises au Canada. Bref, les relations diplomatiques sont pas à leur meilleur, là, Mario, entre la Chine et le Canada en ce moment. Non. Sûrement que ce qu'on espère du côté canadien, c'est que ça s'arrête là. C'est comme œil pour œil, dent pour dent. On a expulsé une diplomate. On a passé notre message que le Canada tolérait pas certains comportements d'ingérence. Ils ont répliqué. Je pense pas que le Canada souhaite se lancer dans une escalade là, où la Chine y va, par exemple, d'autres sanctions économiques. On se souvient, on a deux là, des souvenirs précis. Là, le canola, le porc, donc vraiment des secteurs économiques, agricoles. Tu sais, la Chine, ils font... Par exemple, quand ils sont mis à boycotter le canola canadien, ils n'ont jamais dit c'est à cause de Meng Wanzhou, c'est à cause... Tu sais... Non, c'était toujours voilé, disons. Ils reprochaient des choses à notre canola. Tout à coup, notre canola était plus bon pour la santé. Tout comme quand ils ont emprisonné les deux Michael. Toujours soudainement, des faux on trouvait de la drogue. Eux disaient que c'était pas relié, puis ils étaient... Mais tout à coup, du jour au lendemain, quand Meng Wanzhou a été libéré, le lendemain, les deux Michael étaient libérés, puis tout à coup, toutes les accusations contre eux tombaient. Donc, je pense pas que le Canada veut s'embarquer dans une espèce d'escalade avec un géant comme la Chine, mais... Le Canada n'avait pas le choix. Là. La réponse, c'est que le Canada n'avait pas le choix. Ce qu'avait fait ce diplomate était inacceptable, puis à un moment donné, il faut que tu mettes le pied à terre. Oui, et ce qu'il avait fait, justement, je le rappelle, c'est d'élaborer une campagne de menaces contre le député conservateur Michael Chung et des membres de sa famille qui se trouvent à Hong Kong. Et d'ailleurs, le principal intéressé, là, le député Michael Chung, lui, là, a été satisfait, c'est ce qu'il a dit de cette sanction-là, mais il a quand même reproché, puis on peut comprendre, là, aux libéraux d'avoir pris beaucoup de temps à agir. Ça n'aurait pas dû prendre 2 ans pour que le gouvernement prenne une décision à partir du moment où il a été informé, dit M. Chung. Bref, on a quand même là un geste fort parce que ça faisait depuis au moins là, le milieu des années 70 qu'on n'avait pas expulsé comme ça un diplomate chinois. Donc, ça dans le cas des expulsions de diplomates, il y en a quand même de 2 catégories. Mettons qu'un diplomate fait des conneries, là, je sais pas moi, il vole ou bien il conduit en état d'ébriété puis il frappe quelqu'un. Tu sais, ça devient une expulsion qui est pas politique. Tu expulses la personne pour son comportement, puis le pays est responsable, quasiment s'excuse de dire on s'excuse de vous avoir mis quelqu'un qui est allé faire des clowneries dans votre pays, on va vous en envoyer un meilleur. Là, oui. Mais là, c'est une expulsion politique, en ce sens qu'on présume tous que ce consul, là, il faisait pas ça pour lui-même, pour ses fins personnelles. Il agissait dans la suite d'une politique plus large de la Chine, d'ingérence. Donc, c'est comme une expulsion qui est plus dure là, sur le plan politique. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Le commissaire à l'admission aux professions vient de dévoiler son 2e rapport dans l'enquête sur l'échec massif qu'il y a eu à l'examen d'ordre des infirmières et des infirmiers du Québec en septembre 2022. Et selon ses observations dans ce rapport-là, plus de 500 personnes qui étaient candidates auraient réussi plutôt qu'échoué à l'examen de septembre 2022 si la note de passage aurait été de meilleur acabit dans ce dossier-là. Et j'explique, là, sur les 2376 candidates qui se présentaient
présentait pour la première fois, le taux de réussite est monté seulement à 51,4 %. Et là, il y a plusieurs constats qui sont révélés dans son nouveau rapport. Semble-t-il que l'examen là, comportait beaucoup de défaillances. Les documents qui servaient à établir les questions ne sont pas à jour. Là. Par exemple, le plan du directeur de l'examen, ça date de 1999. La mosaïque de compétences de l'ordre, c'est un beau nom, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais c'est pas révisé depuis 2009 non plus. Après ça, on a une manière de déterminer la note de passage, elle-même qui est critiquée. On appelle ça la méthode Hang-Off. On sélectionne un groupe d'experts qui, eux, vont évaluer là, à chaque question combien ça vaut et ils vont évaluer la compétence à un élève là, minimalement compétent à répondre à la question. Parce qu'il semble que si on avait une note de passage régulière, on aurait un taux de réussite complètement différent. 500 candidates qui seraient en ce moment dans le réseau de la santé, ou du moins qui seraient capables d'exercer leur profession, alors qu'elles ne peuvent pas en ce moment. Parce que là, même cette méthode-là, Hang-Off, on a eu un groupe trop restreint pour évaluer combien chaque question valait de points à l'examen. Donc, la note de passage a été gonflée d'une manière qui était exagérée selon ce rapport. Et les questions elles-mêmes étaient problématiques. Là. On dit qu'il y a beaucoup de questions, 12 % qui ne donnaient pas des bons résultats sur le plan statistique parce qu'ils étaient ambigus ou qu'il y avait, par exemple, là, 2 réponses qui étaient valides, 2-3 réponses valides à la question. Souvent même des questions ouvertes où on répondait, mais on cherchait une réponse précise, tandis qu'il y en avait plusieurs qui pouvaient être valides. Bref, on demande là, vraiment à ce qu'il y ait là, on recommande une révision des résultats, ni plus ni moins, Mario, pour en faire passer. Parce que là, l'ordre, s'il y a une chose que l'ordre des infirmières ne peut pas faire, c'est de nous priver d'infirmières. Oui, on s'entend que c'est une ressource, une denrée rare en ce moment. Oui, c'est ça. Puis l'ordre est là pour protéger le public, doit faire un examen pour s'assurer qu'on a des candidates ou des candidats qui connaissent leur affaire, qui sont prêts à exercer, qui ont les compétences de base. Mais là, pour des cafouillages d'examen, de correction d'examen, nous priver d'infirmières qui ont fait leur cours, qui sont probablement compétentes, c'est assez malvenu. Merci. Valérie Plante était ce matin à la 2e édition du Sommet Climat de Montréal qui se déroulait dans le Grand Quai du port de Montréal et justement, elle avait une annonce pour cette section de la ville et veut que le Vieux-Montréal soit rendu là pour une partie entièrement piétonne à partir de l'été 2024. Nouvel engagement qui fait partie des initiatives de la ville pour décarboniser les transports d'ici 2040 dans la métropole. Et là, on a déjà la rue Saint-Paul, par exemple, qui est déjà piétonne pour l'été. On dit qu'on veut aller plus loin du côté de la mairesse Plante, mais on n'a pas indiqué exactement quelle section du Vieux-Montréal allait devenir complètement piétonne. Il y avait d'autres annonces également qui étaient faites. On veut réaménager le boulevard Henri Bourassa pour que ce soit plus sécuritaire pour les cyclistes, les piétons. Même chose là, dans l'arrondissement Annecy-Cartierville en 2024. Mais c'est surtout une annonce, évidemment, qui fait toujours réagir pour les automobilistes qui viennent à Montréal, qui ont déjà l'impression que c'est très compliqué de se déplacer, qui se rendent compte que dans le Vieux-Montréal, ça va devenir encore plus difficile, voire impossible. On va voir comment on gère ça. Il y a beaucoup de villes quand même en Europe où on a ça, là, un secteur très, très touristique, avec des rues étroites qu'on garde piétonniers. C'est-tu juste les piétons ou c'est vélos autorisés? Là, on parle que ce soit piétonnier, le royaume des piétons. C'est vraiment le terme qu'on a utilisé. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, de la rue Mont-Royal, qui devient piétonne, là, une bonne partie les gens sur la rue Mont-Royal capotent et se plaignent que c'est dangereux pour les piétons parce qu'il y a des vélos qui... Mais ils sont pas censés circuler, par contre. Les vélos sont pas censés circuler sur Mont-Royal. Ça a l'air qu'il y en a plein. Bon, ça a l'air qu'il y en a plein. Moi, je l'ai pas vécu, là. Moi, pour l'avoir fait, Mario, là, quand on se promène en Bixi, ils demandent, il y a des gros signes qui disent « changer de rue, ici, c'est piéton uniquement ». Donc, la réglementation, c'est ce qu'elle dit. Moi, je viens de le vivre cet hiver à Strasbourg, en France, dans une zone piétonne, mais où les vélos étaient autorisés. Et ça a été la guerre, là. Les piétons, on voulait plus. Et là, depuis janvier, on demande aux vélos de plus y aller. Ou sinon... Si tu veux traverser la zone centrale, la zone touristique autour de la cathédrale, de marcher à côté de ton vélo. Oui. J'en ai pas vu un. Ben, c'est sûr que... J'en ai pas vu un marcher à côté de son vélo. Les vélos croisent à travers, ils s'occupent pas de la réglementation, croisent à travers les piétons, les guidons, ça passe à 2 cm des hanches. C'est un vrai... En même temps, Mario, je t'avoue qu'il y a certaines rues du Vieux-Montréal où je me promènerais pas en vélo, là, considérant que c'est comme, tu sais, de la grosse pierre. Là, non, c'est ça va pas bien. Ça, je t'avoue, c'est pas un endroit... C'est peut-être pas un endroit qui est très bien vu pour les vélos. Alors, est-ce que ce serait ça, la fameuse zone piétonne? À suivre. À suivre. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
Un jeune couple de Lanaudière a été accusé aujourd'hui de négligence criminelle au palais de justice de Joliette. Je dis aujourd'hui, mais en fait, ça remonte au 1er mai dernier, mais c'est aujourd'hui qu'on l'apprend. Dans cette comparution d'un père de 29 ans et d'une mère de 31 ans dont on tait l'identité sur ordre de la cour. Et on dit accusé de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à leur enfant âgé de 3 ans. Des faits qui remontent à novembre 2021 et qui sont assez stupéfiants, Mario. On parle que les parents auraient laissé à proximité du bambin et surtout à sa portée des drogues dures. On parle de méthamphétamine dans ce dossier-là et que l'enfant aurait été intoxiqué, aurait consommé la drogue en question. Vers 16 h cette journée-là, il y a une pharmacie qui a composé le 911 pour alerter la Sûreté du Québec parce qu'un enfant a été intoxiqué vraiment très fort par la drogue, a été transporté au centre hospitalier Pierre-Legardeur de Terrebonne, puis transféré après ça à Sainte-Justine, à Montréal, alors qu'il était inconscient. L'enfant de 3 ans après la consommation de ces stupéfiants-là, dans un état stable. Et on ignore pour l'instant, Mario, des documents de cours, s'il conserve des séquelles de son intoxication. C'est quand même un drôle de cas de figure, celui-là. Toi puis moi, laisser traîner... On comprend, avoir laissé apporter, parce que l'enquête, en fait, ça tombe mon avis à moi, tu tu devrais pas... quand t'as un enfant à t'occuper, tu devrais d'abord t'assurer d'avoir le plus possible toute ta tête. Là. C'est déjà compliqué de s'occuper d'un enfant. Puis d'en laisser traîner en plus, l'enfant, il touche. Écoute, à un moment donné, là... Ouais. Mais moi, je te raconte ça, là. Ça m'est arrivé quelques fois... Moi, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte dans ma vie, là, en politique. Puis ça m'est arrivé quelques fois d'arriver dans une maison, là. Tu te dis, wow, là, tout le monde est bien gelé, ça sent le pot à plein. Puis il y a des enfants. Il y a 2 enfants qui courent dans la maison. Mais ils n'ont pas l'air mal. Les enfants n'ont pas l'air maltraités. Ça a l'air d'être leur quotidien, là. Ouais. Mais disons que ça pousse à se poser des questions quand même. Ouais. Mais là, laisser que les enfants en consommer, de la mettre, mettons, c'est incroyable. Là. C'est la mise à jour annuelle du Petit Robert 2024. Aujourd'hui, Mario, il y a plein de termes qui font leur intégration là-dedans, que ce soit des noms propres ou des anglicismes même qui s'ajoutent au Petit Robert. Parce que ça, c'est un fait intéressant. Là. Des anglicismes, est-ce qu'il y a un pays de la francophonie qui utilise des anglicismes? Mais toutes sortes, Mario, toutes sortes. Surtout pas la France. Surtout les faucons vraiment chill, eux, ils utilisent toutes sortes d'anglicismes, ça c'est certain. Mais dans le Petit Robert, ce qu'on explique là, du côté de leur porte-parole, c'est du côté des rédactions des éditions, justement, le Petit Robert, c'est qu'ils sont pas un dictionnaire prescriptif. Donc, ils mettent des termes qui deviennent, si on veut, d'usage courant. Puis après ça, c'est au jugement de tout un chacun de prendre ou de laisser les termes en question. Et les plus élégants, Mario, ceux qu'on va pouvoir lire maintenant dans le dictionnaire, il y a spoiler, un spoiler ou spoiler, le divulgateur, c'est-à-dire de dévoiler l'élément d'une intrigue, d'une série, d'un film ou d'un livre. Un crush, avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Ghoster aussi. Tu sais c'est quoi ghoster quelqu'un, Mario? C'est-tu comme fouiller ses réseaux sociaux? En fait, c'est arrêter de répondre à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi... oui. J'ai déjà entendu. J'écris une fille pour avoir une date, puis on se parle, puis il m'en dit « du jour au lendemain, elle répond plus. Jamais. » Plus jamais ça devient un fantôme. Donc, c'est ça, ghoster, rompre soudainement tout contact avec quelqu'un sans fournir d'explication. Mais ghoster, le verbe là, qui s'accorde à premier ghoster groupe. Comme un ghost, ghoster, ER à la fin. Donc, oui, le verbe ghoster quelqu'un, je ghost, tu ghost, il ghost. Et on peut ajouter aussi à tout ça toutes sortes de termes, des technologies, de l'informatique aussi qui viennent s'ajouter parce qu'ils sont désormais devenus courants. C'est comme ça qu'info nuagique s'en vient, tout ce qui trait au cloud. Le métavers aussi est inclus dans tout ça. La complosphère, ça, je suis particulièrement content que ce soit intégré, tout ce qui touche dans la grande sphère des complots, le crypto-art, l'intelligence artificielle générative. Le crypto-art, ça, c'est les NT, quelque chose. Les NFT, c'est des ça. choses comme ça. Aussi, le crypto-art. Le crypto-art, ou même la reine consort, Mario. On vient d'ajouter ça au dictionnaire, puisque maintenant Camilla est reine consort. Mais il y en a déjà eu. Mais ça a l'air que c'était pas écrit dans le dictionnaire. Et il y a des mots... J'avoue que celui-là, c'est bizarre. Il y a des mots qui changent de signification aussi. Disquette. Maintenant, disquette change de signification. Une disquette, c'est une disquette pour enregistrer dans ta mémoire d'ordinateur le contenu. T'as la grande disquette de 5 pouces et quart, t'as la petite disquette de 3 pouces et demi. Ben voilà, Mario, là, tu vas peut-être te sentir nostalgique, là, parce qu'avant, ce qu'on dit, c'était le support de plastique sur lequel on stockait des données informatiques, mais c'est plus le cas, Mario. Ça. Ben, comme plus personne utilise des disquettes, ben, ils ont dit, maintenant, ça change, ça désigne désormais
Une phrase, une formule flatteuse souvent lourde destinée à séduire quelqu'un. Tu me récites ta disquette. Voilà. Alors, c'est ce que veut dire maintenant disquette. C'est terminé l'époque de ces supports techniques. Et on inclut maintenant toutes sortes de noms propres. Charles III, bien évidemment. Groupe paramilitaire russe Wagner aussi. Et on a ajouté le slammer québécois David Gaudreault aussi. Poète et écrivain à ses heures qui viendra rejoindre les pages du Petit Robert 2024. Économie. Parlant d'intelligence artificielle, Mario, c'est très intéressant, là, des entrevues qui ont été compilées par le magazine Forbes qui rapportent que plusieurs entreprises en ce moment, des petites entreprises particulièrement, pourraient profiter, puis de beaucoup financièrement, de la montée de l'intelligence artificielle. C'est pas tous les métiers, évidemment, là, qui sont à risque par l'intelligence artificielle, mais certains, c'est peut-être pour le mieux pour certaines entreprises. Et là, on parle des mannequins. On parle des mannequins pour les petites entreprises de vêtements, Mario, qui n'ont pas les moyens de se payer là, la facture qui vient avec un shooting, en bon français, un shooting photo, qui viendra avec des mannequins, parce que ça peut monter excessivement cher, surtout à une époque où on veut de la diversité corporelle, on veut de la diversité de genre, on veut de la diversité ethnique. Donc, c'est très difficile d'avoir, là, par exemple, toute la gamme de mannequins différents pour afficher ses vêtements. Ça peut coûter, là, avec les photographes, les maquilleurs, le coiffeur, le modèle. Mais là, on monte des milliers de dollars. Et là, ce qu'on explique, c'est qu'il y a maintenant des applications qui permettent de générer des mannequins qui pourraient porter complètement faux, des fausses personnes, mais qui porteraient les vêtements que vous avez designés vous-même. Donc, tu photographies ton vêtement, puis tu fais l'intelligence artificielle, mais quelqu'un dedans. Exactement. Puis il y a des compagnies de vêtements comme ça, par exemple, de Porter Collective, qui a décrit aux médias américains, là, justement Forbes, en disant que nous, on veut aller rejoindre des femmes d'un certain âge. Là, on parle d'un public cible qui sont dans la quarantaine ou cinquantaine. Et là, on voulait rejoindre ces femmes-là, mais c'est difficile de trouver des modèles dans cette catégorie d'âge qui ne chargent pas trop cher. Alors, hop! Intelligence artificielle, 300 $ par mois, et vous pouvez générer comme ça sur différents logiciels des mannequins, des gens complètement faux qui vont porter vos vêtements. Là, le problème, c'est qu'on se pose les mêmes questions, mais pour des grandes entreprises. Par exemple, la compagnie de vêtements Levi's s'est fait critiquer en mars dernier parce qu'ils utilisaient des mannequins générés artificiellement pour générer la diversité, justement. Ils n'avaient pas engagé des mannequins noirs, par exemple. Ils les généraient grâce à l'ordinateur. Et là, c'est la prochaine question. Là, si tu ne veux pas te mettre dans le trouble, faut que tu fasses tout un ou tout l'autre. Là. Exactement. Non, c'est ça que si tu engages des Blancs puis tu payes 10 000 pour la journée de shooting puis que les Noirs te génèrent, là, non, là c'est... Oui, on comprend qu'il y a beaucoup ça, là. Mais il y a beaucoup de questions éthiques qui sont soulevées autour de tout ça. Puis ce sera probablement, dans tous les grands débats qu'on aura sur l'intelligence artificielle, ce sera de savoir, est-ce qu'on veut indiquer qui est vrai et qui est pas vrai dans les annonces? Est-ce qu'il va y avoir un petit astérisque à côté de quelqu'un en disant voyez l'annonce des sous-vêtements de la Senza qui va être écrit généré artificiellement par ordinateur? Ça se pourrait, Mario, ça se pourrait. Le Monde. Le jury de Manhattan a condamné Donald Trump à verser 5 millions de dollars à la journaliste E. Jean Carroll pour des accusations d'agression sexuelle et de diffamation. 3 millions pour la diffamation, 2 millions pour l'agression sexuelle. Donc, revers retentissant pour Donald Trump dans tous les cas qui le suivent. Attention, c'est un cas au civil. Il me semble qu'il gagnait toujours avant Donald Trump, mais là, il perd souvent. C'est de moins en moins un gagnant, Mario, c'est ce qu'on pourrait dire. Oui, parce qu'il a perdu cette cause-là et rapidement, sa réaction n'a pas tardé à se faire sentir. Il a pris le clavier pour écrire sur son réseau social Truth Social en disant « Je n'ai absolument aucune idée de qui cette femme est. Ce verdict est une honte. C'est la continuation de la plus grande de toutes les chasses aux sorcières de l'histoire. » Donc, il a évidemment retenti avec sa fougue habituelle. Mais j'écoutais un peu Mario, là, puis même sur certains réseaux plus conservateurs traditionnellement, comme Fox News tout à l'heure où j'écoutais, on a décidé de ramener aussi les pendules à l'heure au sujet de Donald Trump. Parce que hier, il écrivait que jamais, lui, il n'avait eu la chance de se défendre dans ce procès-là. C'est complètement faux, là. Il n'est pas allé. C'est exactement ça, Mario. C'est complètement faux. Il s'est fait inviter à de multiples reprises. Même le juge avait insisté auprès de ses avocats pour dire « Moi, si j'étais vous, là, il devrait venir, votre gars, là. » Oui, il devrait venir, puis venir se défendre, justement. Donald Trump continue d'alimenter le mensonge, comme quoi c'est les médias contre lui. Bref, il y a des gens qui sont des supporters indéflectibles sur les réseaux sociaux, qui continuent de l'appuyer de manière forte, mais c'est quand même là, tout un jugement, puis 5 millions de dollars en dommages et intérêts, c'est pas rien, même s'il est très riche. Mais ça, là... Accusé de fraude, condamné pour agression sexuelle,
profil parfait pour un candidat aux élections. Un candidat aux élections pour être ça. le président des États-Unis d'Amérique. Mais n'importe quel poste électif, je trouve que c'est le genre de profil que ça nous prend ces années-ci. Mais Mario, tu vas peut-être être encore plus déprimé d'apprendre que, selon certains, les derniers sondages qui sortent, il est au top de ces sondages pour être le candidat 6 points républicain. d'avance, tout va bien. Oui, il n'y a personne. Le jello semble pas prendre autour des autres candidats, Mario. Fait qu'on pourrait vraiment se retrouver avec Donald Trump, encore une fois, dans un match, peut-être, encore une fois, contre Joe Biden, le match revanche. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes.